Voilà, je vais vous présenter une série de petites vidéos sur le poids qui reste un sujet intéressant, tant au point de vue de l'esthétique, mais qu'au point de vue d'une santé globale. Le surpoids et l'obésité sont considérés aujourd'hui comme des facteurs de risque importants pour beaucoup de maladies dites de civilisation. Alors, allons-y. Bon, comme vous le voyez, les chiffres sont navrants. Le nombre de cas d'obésité a presque triplé depuis 1975. Au niveau mondial, plus de 1,9 milliard d'adultes étaient en surpoids en 2016, dont 650 millions d'obèses. 39% des adultes âgés de 18 ans et plus étaient en surpoids en 2016 et en France, 49% des adultes étaient en surpoids en 2015. Alors, comment diagnostique-t-on le surpoids et l'obésité? Je crois que beaucoup connaissent le calcul de l'IMC. Donc, le calcul de l'IMC, ça se fait à partir du poids en kilos et de la taille en mètres. Donc, on fait le calcul, le nombre de kilos sur la taille en mètres au carré, et on obtient l'IMC. Donc, comme vous le voyez, un poids normal se situe avec un IMC entre 18,5 et 24,9, un surpoids avec un IMC de 25 à 29,9, et l'obésité, en fonction du degré d'obésité, nous avons l'obésité modérée avec un IMC de 30 à 34,9, une obésité sévère entre 35 et 39,9 et une obésité morbide supérieure à 40 pour l'IMC. Alors, l'IMC, il y a des limites parce qu'on peut, par exemple, avoir un sportif avec une importante masse musculaire et son IMC pourra correspondre à un surpoids, voire à l'obésité. Donc, il faut aussi y associer la mesure du tour de taille. Donc, vous voyez, pour un homme, le tour de taille doit être inférieur à 94 cm et pour une femme, le tour de taille doit être inférieur à 80 cm. Donc, en associant le calcul de l'IMC et la mesure du tour de taille, on peut se faire une idée de l'état de la personne et voir un petit peu aussi où se situe sa masse grasse. Bien sûr, aujourd'hui, il y a aussi toutes les mesures d'impédance que l'on peut effectuer chez des professionnels équipés pour voir l'évolution, évidemment, de la masse maigre et de la masse grasse. Alors, les enjeux sont très importants au niveau de la santé publique, hein, puisqu'il faudra proposer des prises en charge vraiment, vraiment adaptées. Alors, de la prise en charge pour la perte de poids si elle est nécessaire, mais si la personne a un poids normal, comment le garder? Alors, il faudra aussi prendre en charge les différentes comorbidités, hein. Vous voyez que souvent, le surpoids ou l'obésité, c'est lié à des problèmes cardiovasculaires, au diabète de type 2, à certaines maladies du foie comme ce qu'on appelle le NASH, hein, donc c'est la stéatose hépatique non alcoolique, toutes les complications ostéo-articulaires, certains cancers, des problèmes d'infertilité. Et évidemment, ce qui sera très intéressant aussi, c'est de mettre en place des mesures de prévention pour éviter d'une part la prise de poids, mais aussi pour éviter les rechutes après une perte de poids. Alors, est-ce que le poids santé, est-ce que c'est qu'une question de balance énergétique? Est-ce que ce serait aussi simple de garder un équilibre tout au long de sa vie? On sait bien que non, qu'il peut y avoir des périodes clés avec des prises de poids parfois importantes. Alors, est-ce qu'il suffit de maintenir l'équilibre entre les entrées et les sorties? Alors évidemment, les entrées sont représentées par nos apports énergétiques, hein, nos apports, tout ce qu'on met dans notre assiette, et les sorties, ça correspond à ce que le corps va utiliser, va brûler. Alors bien sûr, il faut tenir compte de l'activité physique, parce qu'on comprend bien que quand on bouge, eh bien, on brûle des calories. C'est assez simpliste, mais il faut en tenir compte. Mais aussi de comment l'organisme va brûler, hein, toutes ces calories. Alors, évidemment, ça va dépendre aussi
du métabolisme de base. Le métabolisme de base, c'est ce que le corps brûle quand il est au repos, puisque même quand vous dormez, quand vous êtes couché, eh bien, vos organes continuent de fonctionner, votre cœur continue de battre, etc. Donc le corps, même en dehors de toute activité physique, va continuer à brûler, donc à dépenser de l'énergie. Alors, il est possible de calculer nos véritables besoins énergétiques avec des formules qui tiennent compte du poids, de la taille, de l'âge et du sexe. On verra ça dans une prochaine vidéo. Donc, déterminer les besoins, ça peut être un point de départ pour décider de comment modifier son assiette. Alors, est-ce que la solution, est-ce que c'est simplement diminuer les entrées et augmenter les dépenses? Alors, peut-être que ça va marcher pour certains quand les entrées et les sorties sont vraiment déséquilibrées, donc ça peut marcher et c'est très bien. Donc parfois, il suffit simplement de rectifier le tir en équilibrant les apports en fonction des besoins. Ça, c'est quand tout va bien, que l'horloge interne est bien réglée. Mais on le sait, malheureusement, les régimes hypocaloriques ne marchent pas sur le long terme. Il y a énormément de déceptions et de frustrations. Donc je suppose que certains ont déjà essayé de diminuer les entrées et d'augmenter les dépenses. Ça ne marche pas forcément et on le sait très bien, les régimes, ça ne marche pas. Voilà, un petit peu d'humour pour illustrer tout ça. Parce qu'évidemment, tout le monde a déjà entendu parler de l'effet yo-yo. Au bout de 10 ans, même pas parfois avant, les choses se sont dégradées, les choses se sont aggravées. Le métabolisme ne répond plus, malgré les multiples tentatives de nouveaux régimes, eh bien, les résultats ne sont pas au rendez-vous dès qu'on reprend une alimentation normale. Alors, ce qu'il faut bien retenir déjà, c'est que nous sommes super bien équipés pour gérer le manque, puisque l'homme a dû faire face à de nombreuses périodes de famine et de disette, et pour survivre, il a dû s'adapter pendant ces périodes. Donc, nous avons des métabolismes super équipés pour le stockage. Par contre, aujourd'hui, c'est la première fois dans toute l'histoire de l'humanité que l'homme vit dans l'abondance en permanence, du moins dans les pays riches. C'est relativement récent dans l'histoire de l'homme et malheureusement, nos métabolismes ne se sont pas encore adaptés à cette abondance permanente. Donc, nous mangeons pour offrir à nos cellules tout ce dont elles ont besoin pour effectuer leurs différentes tâches. Nos aliments contiennent des calories. Ces aliments vont être décomposés en nutriments assimilables par nos cellules, les nutriments énergétiques, donc le glucose, les acides gras et parfois aussi les acides aminés, vont être brûlés, oxydés. Donc pour cela, il faut de l'oxygène, c'est très important, pour que la cellule puisse produire de l'énergie afin d'effectuer différents travaux, comme la contraction des muscles, la contraction du cœur, la synthèse d'hormones, la synthèse de neuromédiateurs, etc. Chaque cellule a un rôle bien défini. Alors, les métabolismes, les différents métabolismes, c'est quelque chose de très complexe et ça nécessite des conditions optimales pour être performant. Donc, c'est comme dans une usine. Donc, le métabolisme est composé du catabolisme qui correspond à l'oxydation des nutriments, ce qui va produire de l'énergie, et de l'anabolisme qui correspond aux différentes réactions de synthèse. C'est comme dans une usine, il faut des matières premières, des chaînes de production, de montage, il y a un atelier recyclage, un atelier pour gérer les déchets, et bien sûr, un atelier pour gérer les stocks. Ici, ce sont les stocks, les réserves de gras et de sucre, et malheureusement, ça ne fonctionne pas toujours très bien à ce niveau. Voilà, donc représentez-vous une usine avec un besoin de matières premières, des chaînes de production au niveau des mitochondries, recyclage parce que rien ne se perd, la gestion des déchets, parce qu'il y a une certaine pollution aussi au niveau de nos cellules quand elles fonctionnent, et ces différentes gestions des stocks. Alors, aujourd'hui, on peut considérer
que certaines balances sont mal tarées, ce qui veut dire que le métabolisme des glucides, donc des sucres et des lipides, des graisses, est déréglé. Alors, pourquoi ça se dérègle? Donc, parfois, la gestion des stocks et le déstockage, ça ne fonctionne plus toujours parfaitement. Disons que le stockage est bien souvent plus facile que le déstockage, hein, c'est ce que je vous disais. Notons déjà ici que l'équilibre hormonal joue un très grand rôle, ainsi que des paramètres environnementaux ayant une influence très négative sur l'organisme, notamment en ce qui concerne l'épigénétique. Alors, on va essayer d'expliquer pourquoi, et ça permettra de déculpabiliser d'une part et d'orienter les recherches vers des pistes souvent moins bien connues, plutôt que de toujours continuer avec les mêmes erreurs, ad vitam aeternam, manger moins, bouger plus. Alors bien sûr, cet équilibre cellulaire va être dépendant de très nombreux facteurs, hein. On a déjà vu les apports alimentaires, on détaillera ça dans une prochaine vidéo, et aussi de l'activité physique. C'est une base, hein, qui est incontournable, donc il ne faut pas forcément directement se précipiter sur d'autres pistes, hein. Ce sont les deux pistes principales pour améliorer cet équilibre. Alors bien sûr, on va devoir aller voir au niveau de ce qui se passe au niveau des gènes, donc au-delà du fonctionnement même de la cellule. Donc on va aller voir du côté du génome, parce que le surpoids et le poids et l'obésité, ont des composantes génétiques. Alors évidemment, on ne peut pas changer nos gènes, hein, ça c'est quelque chose qu'on hérite à la naissance, on ne peut pas les changer, mais on va pouvoir jouer sur l'épigénétique, donc qui sont les facteurs qui peuvent modifier l'expression des gènes. Et ce, grâce à ce qu'on appelle la nutrigénomique, donc certains nutriments vont être nécessaires à la bonne expression des gènes. Et ça, c'est un domaine qui est très mal connu encore aujourd'hui. Et évidemment, on va devoir aussi supprimer la plupart des perturbateurs chimiques, dont certains sont des perturbateurs endocriniens. Donc, qui dit perturbateur endocrinien dit molécules chimiques qui vont aller modifier et altérer l'expression de nos gènes. Alors, il faudra aussi envisager de travailler peut-être sur l'intestin et le microbiote, le fonctionnement du foie, hein, c'est un organe aux multiples fonctions, dont la gestion du stockage et du déstockage, mais encore l'état du tissu adipeux. Est-ce que ce tissu est dans un état normal ou plutôt dans un état inflammatoire? Et aussi le fonctionnement du pancréas, qui est un organe important dans la régulation de la glycémie. Et comme si ce n'était pas encore assez, eh bien, il faudra aussi considérer d'autres facteurs liés au mode de vie, comme la gestion du stress, la qualité du sommeil, ou encore des périodes un peu plus spéciales comme la ménopause. Donc c'est autant de fautifs possibles et qu'il va être temps de remettre sur les rails. Voilà, donc il faut s'armer de patience, il faudra faire des investigations parfois longues pour certains, avec des bilans biologiques un petit peu différents des bilans biologiques habituels, pour aller explorer ces différentes fonctions et dysfonctionnements. Alors évidemment, on peut atteindre cet état de santé quand la balance est équilibrée, donc ça va bien au-delà de l'équilibre des apports et des dépenses, hein, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'exposome, donc c'est ce à quoi un individu est exposé, on va dire, dès sa conception jusqu'à la fin de sa vie. Donc, ça fait partie de ce qu'on appelle la santé environnementale. Donc, on va faire une recherche de ces polluants chimiques qui peuvent perturber nos métabolismes, mais aussi au niveau de la nutrition, parce que dans les aliments, on peut retrouver aussi certains produits chimiques, dont des perturbateurs endocriniens. Donc, il faudra évaluer tout ça. Il faudra aussi évaluer les déficits nutritionnels éventuels et évidemment proposer une supplémentation adaptée à chaque cas.
Donc voilà, mais je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.